Savez-vous ce qui coûte plus cher qu'une Rolex Submariner à 8000 $? Eh bien, l'attendre. En effet, certains modèles ont une liste d'attente de 5 à 10 ans. Et le plus fou dans tout ça? C'est exactement ce que veut Rolex. Bienvenue sur Erudial, la chaîne qui décortique les stratégies business les plus brillantes du monde. Et aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de la marque la plus désirée de la planète. Parce que derrière chaque Rolex, eh bien, il n'y a pas qu'une montre. Il y a 120 ans de manipulation psychologique pure. Dans les 14 prochaines minutes, vous allez découvrir comment une petite entreprise britannique a réussi à transformer un simple objet qui donne l'heure en symbole de statut social absolu. Et surtout, comment ont-ils créé la rareté artificielle la plus profitable de l'histoire du luxe. Tout a commencé en 1905 quand Hans Wilsdorf avait 24 ans. À peine plus vieux que la majorité des viewers. Il travaillait alors pour une petite maison d'horlogerie basée à Londres. Et il avait une obsession, créer la montre-bracelet parfaite. Quel est donc le problème, me direz-vous? Eh bien, aussi difficile à croire cela est-il, à l'époque, personne ne prenait les montres-bracelets au sérieux. C'était considéré comme un gadget élégant porté par les femmes. Les hommes, eux, portaient des montres de gousset. Mais Hans, lui, venait d'un milieu très modeste. Orphelin à seulement 12 ans, suite à la perte de son père et de sa mère auparavant, il avait dû travailler dès l'adolescence pour survivre. Cette précarité lui avait appris quelque chose que les bourgeois de l'époque n'avaient pas, l'art de l'observation. Il pouvait passer des heures à regarder les gens dans les rues de Londres, et il avait remarqué un détail que personne n'avait remarqué avant lui. Il avait compris que l'avenir appartenait à la vitesse, l'avenir appartenait à celui qui maîtriserait le temps. Les voitures remplaçaient les chevaux, l'aviation décollait de plus en plus vite, le monde s'accélérait. Et dans ce nouveau monde, personne n'aurait le temps de sortir une montre de sa poche. Alors, il a fait un pari fou. Il a créé Rolex, avec un associé, en investissant tout ce qu'il avait. Mais voici le coup de génie. Au lieu de fabriquer des montres, il a commencé à fabriquer des histoires. 1914, Première Guerre mondiale. Pendant que ses concurrents continuaient à vendre des montres de luxe aux riches bourgeois, Hans a équipé les officiers britanniques. Non pas par patriotisme, mais par pur calcul marketing. Il savait que ces hommes, ces soldats, allaient devenir des héros, des légendes. Et quand ils reviendraient du combat, ils porteraient une Rolex au poignet. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Du jour au lendemain, Rolex n'était plus seulement une marque de montres, c'était la marque des héros. La marque de ceux qui avaient survécu à l'impossible, à la guerre. Mais le vrai génie de Hans, c'est sa compréhension de la psychologie humaine. Il avait compris une règle universelle. On ne désire pas ce qu'on peut avoir facilement. On désire plutôt ce qui nous échappe. Alors en 1926, quand il a lancé la première montre étanche du monde, la célèbre Oyster, il n'a pas fait de la publicité classique. Il a été trouvé une jeune nageuse anglaise, Mercedes Gleads, qui tentait de traverser la Manche. Il lui a alors donné une Oyster, qu'elle pourrait porter pendant sa traversée de 10 heures dans l'eau glacée. Mais il y a un détail que peu de gens connaissent. Mercedes avait déjà tenté cette traversée plusieurs fois et avait toujours échoué. Les journaux commençaient à sérieusement douter de ses capacités. Mais Hans a préféré miser sur elle que sur une championne accomplie. Il l'a choisie elle qui avait tout approuvé. Cette fille dont la victoire serait encore plus spectaculaire. Et elle réussit. Elle est arrivée de l'autre côté de la Manche. Épuisée, certes, mais victorieuse. Et la montre, elle, fonctionnait parfaitement. Hans a alors acheté la première page du Daily Mail le lendemain. Et cette page contenait un gros titre. La montre qui a traversé la Manche. Rolex. Mais il a fait plus malin encore. Il a organisé une conférence de presse où Mercedes a montré sa Rolex aux journalistes. Et elle fonctionnait parfaitement, sans une goutte d'eau à l'intérieur. En une seule pub, il avait associé Rolex à l'exploit, au dépassement de soi, à l'impossible rendu possible. Les gens n'achetaient plus une montre, ils achetaient leur propre légende. Mais le coup de maître absolu de notre homme, il vient des années 50, avec l'invention du marketing d'ambassadeur, avant même que le concept n'existe. Hans a commencé alors à offrir ses montres aux explorateurs, aux pilotes, mais également aux sportifs de l'extrême. Pas seulement pour qu'ils en parlent, mais pour qu'ils vivent leurs exploits avec cette montre.
Et d'ailleurs, il y a là un détail fascinant que Rolex ne raconte jamais dans ses publicités. Ces fameuses montres soi-disant offertes aux explorateurs, eh bien, en réalité, elles n'étaient pas vraiment gratuites. Rolex demandait en échange un rapport détaillé sur les performances de la montre dans des conditions extrêmes. Ces hommes, plus que des ambassadeurs, étaient de véritables testeurs involontaires. En 1953, Edmund Hillary et Tenzing Norgay ont porté des Rolex au sommet de l'Everest. James Bond lui aussi, dans les premiers films, portait une Submariner. Chuck Yeager, lui, a cassé le mur du son avec une GMT Master au poignet. Chaque exploit devenait donc une publicité gratuite d'une valeur inestimable. À chaque fois, le message était subtil mais puissant. Rolex n'est pas pour tout le monde. Rolex, c'est une montre pour les gens exceptionnels. Et c'est bien là que la stratégie devient véritablement diabolique. Parce que durant les années 70, quand l'industrie horlogère suisse s'effondrait face aux montres à quartz japonaises, Rolex a bien pris la décision la plus contre-intuitive de son histoire. C'était la crise du quartz. En quelques années, des marques centenaires disparaissaient une par une. Les Japonais vendaient des montres plus précises pour 10 fois moins cher. Tout le monde paniquait. Les conseils d'administration se voyaient contraints de voter des plans de licenciement massifs. Les banques, elles, refusaient de prêter à l'industrie horlogère suisse. Mais pendant que tous les concurrents baissaient leurs prix et augmentaient leur production pour survivre, Rolex a fait exactement l'inverse. Eux, de leur côté, ils ont décidé plutôt d'augmenter leurs prix et réduire leur production. Sur le papier, c'était un véritable pari suicidaire. Augmenter ses prix alors que tout le marché s'effondre, c'était de la folie pure. Mais André Heiniger, le PDG de l'époque, avait une vision radicalement différente. Et il savait que cette crise allait tuer le milieu de gamme et que seuls les plus bas et les plus hauts de gamme allaient survivre. Le PDG a alors déclaré « Nous ne vendons pas des montres, nous vendons du rêve, des histoires. » Et ce rêve, il ne peut pas être accessible à tous. C'est à ce moment-là qu'est née la stratégie de la rareté artificielle qui fait aujourd'hui la fortune de Rolex. Ils se mettent à produire moins de montres qu'il n'y a de demande. Ils créent de manière intentionnelle la frustration. Vous voulez une montre Daytona ? Eh bien il fallait attendre 8 ans minimum. Finalement vous optez pour une GMT Master ? Eh bien il faudra tout de même attendre 5 ans pour l'avoir. Et pendant que vous attendez, que se passe-t-il vraiment dans votre cerveau ? Eh bien votre désir d'avoir cette montre continue d'augmenter. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'effet de rareté combiné au biais de confirmation. Plus c'est rare et unique, plus on le désire. Et plus on l'attend, plus on se convainc que ça en vaut la peine. Mais vous savez ce qui est le plus fou ? Rolex, s'il le voulait, pourrait facilement tripler sa production demain matin. Ils ont la technologie, les moyens, ils ont les matières premières, mais ils ne le feront jamais. Parce que le jour où tout le monde pourra avoir une Rolex, plus personne n'en voudra. Et je vais désormais vous révéler un secret que même les passionnés ignorent. Rolex produit en réalité environ 1 million de montres par an. Ça paraît énorme certes, mais comparé à la demande mondiale, c'est ridicule. Pour vous aider à comprendre, Apple vend plus d'Apple Watch en un mois que Rolex de montres en un an. Et comme vous l'aurez compris, c'est volontaire. En interne, chez Rolex, il existe ce qu'on appelle la règle des 5%. Jamais la production n'augmentera de plus de 5% par an, quoi qu'il arrive. Même si la demande explose, même s'ils pourraient faire des milliards de plus. Cette règle est gravée dans le marbre depuis les années 80. Ils ont créé le paradoxe parfait du luxe moderne, être désirable parce qu'inaccessible et être inaccessible pour rester désirable. Et ça marche tellement bien qu'aujourd'hui, une Rolex d'occasion se revend souvent plus cher que son prix neuf. C'est l'un des seuls produits au monde où la liste d'attente a une réelle valeur marchande. Il suffit de parler avec des spécialistes. Ils ne vous parleront jamais de leur montre directement. Ils vous expliqueront plutôt leur position sur la liste d'attente comme si c'était un trophée. Et vous vous demandez ce qui est encore plus fou que cela ? Eh bien certaines personnes n'hésitent pas à payer des consultants spécialisés jusqu'à 5000 € juste pour les aider à avancer sur les listes d'attente. Des entreprises entières se sont créées autour de l'art d'obtenir une Rolex. Vous imaginez ? Certains payent quelqu'un pour avoir le droit de payer 10 000 € pour une montre. Rolex a réussi à transformer l'attente en expérience client. Transformer la frustration
en marketing. Transformer l'exclusion en appartenance. Parce qu'au final, quand vous portez une Rolex, vous ne portez pas juste une montre. Vous portez la preuve que vous faites partie des élus. La preuve que vous avez eu la patience, les moyens et les relations pour l'obtenir. Dans l'imaginaire collectif, porter une Rolex, c'est porter son statut social au poignet. Et c'est exactement ce que Hans Wilsdorf avait imaginé dès 1905. Il voulait non pas faire la meilleure montre du monde, mais faire la montre que tout le monde voudrait porter, sans que tout le monde ne puisse l'avoir. Aujourd'hui, Rolex génère plus de 8 milliards de chiffres d'affaires par an. Ils sont considérés par beaucoup comme la marque horlogère la plus puissante de la planète. Mais l'empire Rolex en réalité va bien au-delà des montres. Il possède également des vignobles, des immeubles entiers, des centres de recherche secrets. La fondation Rolex finance des expéditions scientifiques dans le monde entier. Et tout ça avec l'argent engrangé par les files d'attente. Et vous savez le plus dingue ? Rolex n'est en réalité même pas coté à la bourse. Et oui, il s'agit en réalité d'une fondation privée. Ça veut tout simplement dire qu'ils n'ont de compte à rendre à personne. Ils ne sont pas embêtés par des actionnaires qui demanderaient plus de profit, ils n'ont pas de pression pour augmenter les productions. C'est bien grâce à cela qu'ils peuvent maintenir leur stratégie de rareté. Alors la prochaine fois que vous voyez une Rolex au poignet de quelqu'un, rappelez-vous, vous ne regardez pas seulement une montre. Vous regardez en réalité 120 ans d'une stratégie marketing redoutable. Vous regardez le produit d'une stratégie qui a transformé un simple objet en symbole de réussite absolue. Et maintenant que vous connaissez le secret, est-ce que cela change quelque chose dans votre perception de Rolex et votre désir de porter une Rolex ? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans l'espace commentaire. Si cette décortication et cette analyse de la stratégie de Rolex sur 120 ans vous a plu, n'hésitez pas à regarder nos autres contenus qui traitent de marques qui ont également réussi à marquer l'histoire. Je vous invite alors à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur les coulisses du business mondial. A très bientôt sur Erudial.